Jean-Jacques Seymour reçoit Félix Beppo, Guadeloupéen, enfant de la Côte d'Or, élu du 18e et candidat dans cette circonscription pour les élections législatives prochaines. Bonsoir Félix Beppo. Bonsoir vos éditeurs. Et merci d'être avec nous. On sait que vous aimez les combats difficiles et on va en parler tout au long de cette émission. D'abord, qu'est-ce qui a motivé votre candidature? C'est la suite logique de votre engagement au Parti socialiste? Tout à fait. Et de ma suite logique, je dirais, d'enfant de ce territoire que j'aime beaucoup, de mes combats à gauche. J'ai commis un livre il y a maintenant 5 ans sur la situation sociale du pays et effectivement, la suite logique de ce livre et de cet engagement militant et d'élu local était effectivement de prendre la parole dans un moment un petit peu difficile dans le pays pour pouvoir défendre mes convictions et des valeurs. Donc vous êtes en train de me dire que votre candidature est une évidence. Une candidature de la diversité ou vous n'aimez pas ce terme? Je n'aime absolument pas ce terme. Voilà, je ne suis pas divers, je suis français. Et donc, je ne suis pas de la diversité, je suis de la France et je défends les valeurs de la République. Et donc, voilà, je suis un enfant de la République, élevé à l'école de la République. Chez moi, pas de communautarisme, pas de diversité. Je pense que ce sont des sujets très, très, très galvaudés et qui n'aboutissent pas à grand-chose. Vous savez pourtant qu'on va vous classifier avec ce terme. Que ceux qui le font prennent leurs responsabilités. Moi, je me reconnais pas là-dedans. Alors, parlons de votre candidature. Est-ce que vous avez conscience, comme l'a dit le sortant, qu'elle est un peu précipitée, qu'elle fait désordre? Oui, j'ai beaucoup aimé cette expression. Oui, tout à fait. C'était presque un crime de lèse-majesté. Il y aurait des élus de droit divin et il y aurait la plèbe. Non, je n'ai pas été impressionné par cela. Je suis parti tôt pour la simple et bonne raison que je considère que le divorce avec nos électeurs et avec une partie du pays est là depuis 3 ans et que pour aller les défendre et aller les représenter à l'Assemblée nationale, il fallait rentrer dans une logique et dans une démarche de proximité que j'ai par nature et depuis que je suis élu encore plus et qu'il fallait prendre le temps de discuter avec eux, de regarder la situation en face, d'avoir un peu d'humilité sur le bilan et surtout de marquer l'engagement de ce qu'on a véritablement envie de faire pour changer un petit peu la nature des choses et je dirais les combats sur lesquels les Français nous attendent. Marqué, dites-vous, mais vous datez très précisément cette rupture avec l'électorat. Vous n'êtes pas très gentil avec vos camarades. Non. C'est presque le début du quinquennat. Alors, vous avez raison. Je crois que tout le monde le dit. Je vais pas être original. L'ennemi, c'est la finance. Ça a été un marqueur très fort de la campagne d'il y a 5 ans. Lorsque le président de la République décide du CICE et du pacte de responsabilité, il y a une rupture de confiance par rapport aux gens qui ont voté pour nous et qui n'ont pas compris ce qui s'est passé à ce moment-là. Après est venu s'aggraver avec, les choses sont venues s'aggraver avec la déchéance de la nationalité et la loi travail. Et là, je crois qu'effectivement, il y a un ras-le-bol très clair. Et moi qui suis sur le terrain souvent, c'est véritablement ce qu'on ne nous pardonne pas. Vous êtes sur le terrain. Est-ce que ce terrain est pour vous le plus favorable? Alors, il est favorable. Moi, je constate depuis longtemps que... Parce que les enjeux sont importants, là. Les enjeux sont extrêmement importants. On va en parler tout à l'heure. Moi, je constate qu'il y a une formidable envie de politique dans ce pays. Et que les gens n'ont pas abandonné l'idée que la politique puisse changer leur vie. Ils ont simplement le sentiment que ceux qui la font ne les représentent pas et ne portent pas leur espoir suffisamment. Il y avait l'ancien candidat, je sais pas d'ailleurs s'il s'est déclaré ou s'il va se déclarer, mais il y a derrière lui Madame El Khomri. Alors, Madame El Khomri, la ministre... Les coups tordus, les couteaux tirés sont pas très loin, là. Bon, le combat politique n'est jamais tendre. Oui. En l'occurrence, en ce qui me concerne, ce sera pas une campagne, je dirais, ad hominem. J'ai envie de faire une campagne propre sur des convictions, et c'est ce qui se passe depuis 1 an. Oui, parce que c'est votre caractère. C'est mon caractère, et je. Mais vous allez être obligé de répondre aux coups. Bien sûr, mais on les voit venir là déjà. Oui, mais d'une manière générale, je suis un peu bagarreur, et je n'ai jamais fui ni la lutte ni les combats.
En tout cas, je vous sais optimiste, et là vous venez de me le prouver à nouveau. Il y aura vraiment un renouvellement dans cette circonscription? Moi, je le crois. Si j'écoute, alors faut faire attention aux excès d'optimisme. Si j'écoute les gens qui me soutiennent, qui sont des gens, je dirais, à la fois impliqués dans la vie associative, dans la vie locale, et des gens qui ne désespèrent pas de la politique, je le disais tout à l'heure, je sens qu'il y a une envie aujourd'hui de prendre les choses en main. Moi, j'ai bâti une campagne sur le construisons ensemble. Je sens qu'il y a une volonté des gens de considérer que les professionnels de la politique ont fait leur temps. Et qu'aujourd'hui, ce qu'on attend... À quel moment on est professionnel de la politique? Lorsque vous avez besoin de ça pour manger tous les jours. Oui. Et lorsque vous estimez que, lorsque la carrière politique s'arrête, vous ne devez pas passer par la case Pôle emploi, le parti, les électeurs doivent vous permettre de gagner votre vie. Là, on est professionnel de la politique. Oui, je vois que vous insistez beaucoup, vous dites, moi j'ai un métier. Moi j'ai un métier et je pense que c'est ma conception de la politique. Je dis pas que ceux qui choisissent d'en faire leur métier sont condamnables. Je dis simplement quand ils sont surreprésentés, alors on ne représente pas nécessairement bien le pays. Et lorsqu'on est dans une logique finalement, l'union pour son maintien et faites-moi exister encore par le parti et par les électeurs, je pense qu'on commence à prendre les gens pour des imbéciles. Et en l'occurrence, voilà, trop c'est trop, et je pense qu'il faut des gens de la société civile. Je dis pas qu'il doit y avoir que ça. Il faut des gens de la société civile, et je ne critique pas ceux qui décident d'en faire leur métier. Je considère que leur surreprésentation pose problème. L'union pour sa réélection, c'est ça? Oui, c'est un peu ça. Oui. Je pense qu'effectivement. J'aime bien la formule. Voilà, c'est-à-dire que vous commencez à 15 ans dans les jeunesses d'un mouvement politique, vous finissez au Sénat à 70, 80 ans. Il y a quelque chose qui ne va pas, la société respire. C'est peut-être pour ça que les citoyens aujourd'hui se soulèvent. Totalement. Ils ne veulent plus de tout ça. Ils veulent plus de tout ça. Et moi, les gens me le disent tout le temps. Ils comprennent, et ce qui les intéresse dans ma démarche et dans mon profil, c'est précisément ça. C'est que je sois un enfant du territoire, un enfant de la Goutte d'Or et du 18e arrondissement, mais que j'ai un métier. Je leur parle d'eux, mais je parle de moi en même temps. Quand je dis construisons ensemble, je ne me sors pas de la problématique que tous les Français vivent au quotidien. On parlera tout à l'heure d'un certain nombre de sujets. Je parle je pense à la fiscalité en particulier. Je fais partie de cette classe moyenne supérieure qui est fortement taxée et qui de temps en temps se dit mais enfin est-ce que ça c'est une logique de comment dirais-je, de décourager ceux qui produisent la richesse, ceux qui sont dans des mouvements de solidarité et qui pour autant sont taxés plus que de raison, comme beaucoup de Français. Je pense que ça, c'est un sujet sur lequel on reviendra. C'est quand même vos amis politiques qui ont accéléré la machine à taxation. J'ai envie de dire mes amis politiques, mais la classe politique d'une manière générale, parce que le bilan dans lequel on est, je veux bien que François Hollande, pour la droite, soit responsable de toute la misère du monde. Je considère que droite-gauche confondue, le bilan est très largement partagé maintenant. Vous mettez ça dans le même sac. Alors dites-moi, j'imagine que vous êtes très attentif aux mobilisations citoyennes, aux préoccupations des associations. Vous êtes même très attentif à cela. Il y a la situation de la France sur le plan économique et social, et peut-être que vous voulez aussi sensibiliser les habitants à l'indispensable besoin aujourd'hui de solidarité dans notre société. Parce que les deux ont un point commun. Où allons-nous? Dans quelle société souhaitons-nous vivre? Vous avez des réponses à cela? Alors, effectivement, c'est un sujet, je parlerai tout à l'heure en détail de la campagne, si vous le permettez, mais je pense qu'effectivement, sur les questions économiques et la situation que traverse le pays, moi je m'érige depuis longtemps contre une idée qui est de plus en plus répandue sur le fait que la crise économique dans laquelle nous sommes nécessite des coupes sombres, dont énormément de budget qui concerne la solidarité. Et je considère que la crise économique nous oblige à ne pas précariser davantage ceux qui souffrent de la politique que nous menons et de la crise économique. Et que cette solidarité, je fais toujours référence au Conseil national de la résistance qui, au moment où ce pays n'avait plus rien, était dans une situation de reconstruction absolue, a inscrit comme principe la solidarité, la sécurité sociale, j'en passe et les meilleurs. Et donc, aujourd'hui, nous sommes la 5e puissance mondiale. Certes, les difficultés économiques sont là, mais imaginez qu'on arrivera à résoudre la crise économique en précarisant davantage
et en accroissant le nombre de pauvres dans ce pays et de travailleurs de plus en plus mal payés, je pense que ça, c'est pas une voie. Je pense que la solidarité doit être au cœur de nos politiques publiques, et je pense que les gouvernements doivent inscrire cela. Et je m'inquiète lorsque François Fillon, pour ne pas le nommer, et qui est sorti vainqueur de la primaire de la droite, ce qu'il dit sur la sécurité sociale, ce qu'il dit sur l'azur illégal ou autre, montre bien qu'on est encore dans une logique où on va dire on va précariser davantage, et lorsqu'on sera sorti de la crise parce qu'on aura précarisé, on pourra peut-être imaginer de redistribuer. Moi, je ne pense pas qu'il faille opposer ces choses-là. Le développement économique et l'économie sont au service du bien-être social et sont au service des gens et de l'humain, et non pas l'inverse. Oui, parce qu'aujourd'hui, le travail, on le voit bien, est comme une sorte de variable d'ajustement. D'ajustement. Il y a la financiarisation de l'économie qui implique bien sûr des décisions à court terme, etc., alors que les actionnaires continuent à s'en mettre plein les poches, passez-moi l'expression. Qu'est-ce que vous dites de tout cela? Est-ce qu'un député peut agir sur ces choses essentielles? D'ailleurs, à quoi sert un député aujourd'hui quand on sait qu'il doit suivre les consignes de son parti, voire de Bruxelles directement? Vous avez entièrement raison, et c'est précisément là-dessus que, excusez-moi de le dire, ma campagne fait un tabac. Moi, je dis aux gens, construisons ensemble, et je dis aux gens, au moment où la situation économique mondiale et nationale est compliquée, n'envoyez pas à l'Assemblée nationale quelqu'un qui vous dira « Je pense comme vous, mais le parti me demande de faire comme cela ». Moi, je fais référence à ce qui s'est passé sur le CICE, sur le pacte de responsabilité ou sur la déchéance de nationalité. Le parti décidait que, et donc pour avoir l'investiture et pour être dans la ligne du parti, on oubliait ses convictions au risque effectivement de froisser ses électeurs. Je pense que la logique, c'est qu'on prenne des engagements vis-à-vis des électeurs et qu'au-delà de ces engagements, qu'on travaille avec eux. Je propose, moi, que le député, et en particulier à Paris, c'est encore plus simple que pour des élus ultramarins, c'est le 18e arrondissement et la 18e circonscription, c'est 5 stations de métro de l'Assemblée nationale. Le cœur de la circonscription, c'est à 5 stations de métro. Donc je considère que pour proposer des amendements, comme pour faire des propositions de loi, on peut travailler avec les gens et on peut prendre des engagements sur ce qu'on va véritablement défendre. Vous avez raison sur le fait que la question européenne est une question centrale, et ça fait partie d'un des thèmes que je mets dans mes cafés politiques où on commence à échanger sur un certain nombre de sujets. Je pense qu'il faut arrêter de penser que l'Europe ne concerne que les députés européens et que le député à l'Assemblée nationale doit ne pas s'inquiéter de ce sujet-là parce qu'on a séparé les choses. Je pense que ce que l'Europe, la crise que traverse l'Europe aujourd'hui, nécessite que les députés nationaux puissent être extrêmement clairs sur ce qu'ils font passer comme message au gouvernement sur la politique européenne conduite par le pays. Donc vous êtes de ceux qui pensent que la politique offre encore des marges de manœuvre importantes pour sortir le pays de l'ornière? Je le crois, et entre autres, c'est un sujet sur lequel on travaille énormément. Moi, je fais partie des gens qui considèrent que l'Europe est une chance pour la France et qu'on n'est absolument pas dans, je dirais, une Europe contre les Français, et que cette idée, il faut effectivement lui tordre le cou. Je considère qu'il faut faire cette relance européenne. Cette relance européenne a été bloquée parce que effectivement l'Allemagne, sur les critères budgétaires, est restée intangible et sourde à tout ce que nous pouvions dire sur la nécessité de relancer la construction européenne et de relancer l'investissement européen pour effectivement imaginer relancer la croissance durablement en Europe. Il faut régler ces problèmes entre les différents pays. Je pense qu'en termes de fonctionnement des pays européens, il y a à l'évidence des sujets sur lesquels ça ne fonctionne pas bien. Il faut sans doute parvenir à une certaine forme de protectionnisme de l'Europe par rapport au reste du monde. Je vais vous prendre un exemple parce que c'est très récent. L'élection de Donald Trump fait qu'on sait depuis cette élection que M. Trump, à travers la main tendue à la Russie, donne le sentiment de tourner le dos à l'Europe. Je pense que c'est une question majeure pour nous. Je ne suis pas dans une logique de dire que les Russes sont des ennemis
de l'Europe ou des ennemis de la France. Je dis simplement que notre politique européenne doit être revue à l'aune de ces changements qui sont en train de se passer sur la scène internationale, et qu'effectivement le député national doit s'interroger là-dessus et doit faire en sorte que le gouvernement entende ce que pensent un certain nombre de gens, et les électeurs en particulier, sur ça. Dites-moi, Félix Beppo, comment s'élabore votre programme ? Alors, il s'élabore sur... Nous avons choisi 5 thèmes sur lesquels nous avons commencé à travailler. Le premier thème, c'est sur... je les donne dans le désordre, si vous voulez bien, Jean-Jacques. Le premier, c'est l'économie et les finances, et en l'occurrence, les enjeux qui se cachent sur derrière la numérisation, l'économie collaborative, la fiscalité, qui est un sujet que nous avions promis de traiter et que nous n'avons pas traité correctement, et en particulier la fiscalité des entreprises. C'est un sujet sur lequel beaucoup de gens ont envie de s'impliquer et s'impliquent. Donc, premier thème, économie et finances. Deuxième sujet, l'avenir des institutions. L'avenir des institutions. Moi, j'en ai par-dessus la tête, Jean-Jacques, que depuis notamment les 2 quinquennats, on dit aux Français, choisissez l'homme ou la femme providentielle qui va tout régler. Qui peut croire encore que parce qu'on aura choisi le président de la République, tous les maux du pays vont être réglés parce qu'il aura une cravate de travers, une cravate bien mise, ou qu'il passera bien à la télé? Je pense que ce n'est pas suffisant. Il faut que le Parlement reprenne toute sa place, et que les Français, à travers leur représentation à l'Assemblée nationale, reprennent le goût de la politique et fassent véritablement changer les choses, parce que ils éliront des députés de combat et des députés qui s'engageront très clairement sur un certain nombre de sujets. Donc les institutions, c'est un sujet sur lequel, notamment l'introduction de la proportionnelle, c'est un véritable enjeu pour rééquilibrer un petit peu le couple présidentiel et Premier ministre. Donc deuxième thème, l'avenir des institutions. Troisième sujet, je pense que l'éducation et la culture, nous avons peut-être trop considéré que, par exemple, sur les questions d'éducation, en faisant des réformes quasiment tous les 3 ans, on donne le sentiment que ce pays avance, et on le fait très souvent d'ailleurs dans le dos des enseignants, parce qu'on leur demande pas nécessairement toujours leur avis, et je ne parle pas uniquement de la réforme du temps scolaire. Je pense que c'est un sujet majeur, il faut reprendre les choses en main là-dessus, et la culture, il faut encore dire qu'on a besoin de démocratiser la culture. On a une France à 2 voire 3 vitesses lorsqu'on regarde le territoire, et l'accès à la culture est bien le marqueur qui montre bien que précisément dans cette production de citoyens et de partage de l'identité nationale sur des tas de sujets, on a laissé ces choses-là aller, il faut les reprendre. C'est le 3e thème. 4e thème, je pense que sur les questions d'égalité, nous n'avons peut-être pas fait suffisamment de choses ou été suffisamment clairs. L'égalité, la liberté, ce sont des sujets, on le voit bien, et je rajouterai la laïcité, sur lesquels il faut être extrêmement précis. Moi, le débat auquel on a assisté sur la laïcité, où vous avez les tenants et les aboutissants d'une ligne dure, ce qu'on appelle la ligne dure d'ailleurs, c'est 1905. Il ne se serait rien passé dans ce pays depuis 1905 qui nous interroge sur la façon dont on conçoit la laïcité. Je pense que ça, il faut le reprendre, pas pour abandonner ces principes, mais pour les revisiter, parce qu'il y a besoin de les revisiter. Hein. Et je pense en particulier sur la question de l'égalité. Et moi, dans mon histoire personnelle, j'ai vu ma mère seule élever ses 8 enfants. Les familles monoparentales, à 80%, ce sont les femmes qui font fonctionner ces familles. Je pense que l'égalité des femmes dans cette société, que ce soit sur des questions de salaire, que ce soit sur la capacité d'aide qu'on apporte à ces femmes, il faut le mettre au cœur de nos discussions et de notre approche sociale du pays. Ce n'est pas une posture, ce n'est pas un argument électoral, c'est une conviction chez moi que tant qu'on ne traitera pas la femme d'une manière égale dans la société, on n'y arrivera pas, et il faut que là-dessus les choses avancent très considérablement. Et le dernier sujet, c'est l'Europe, je viens d'en parler tout à l'heure. Je pense que véritablement là-dessus, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés sur ces 5 thèmes, et les ateliers de Construisons ensemble que j'anime sont là effectivement pour venir lister les sujets sur lesquels je vais prendre des engagements très précis, et prendre date, prendre rendez-vous pour que pendant 5 ans de mandature, on échange régulièrement et qu'on fasse des propositions.
Bon, alors on a très bien compris les valeurs et les convictions qui vous portent. On va terminer par ceci. Je suppose que toute votre attention actuelle se porte sur les primaires qui auront lieu dans quelques semaines dans votre camp et qui devraient désigner le candidat PS à la présidentielle. Vous avez fait un choix déjà? Alors, je n'ai pas fait de choix. Le premier débat a lieu jeudi. Oui. Vous attendez les débats là pour J'attends les débats. Je vais vous dire, moi je l'ai écrit il y a 5 ans, et je le pense depuis longtemps, mais encore une fois, la recherche de la femme ou de l'homme présidentiel est trompeur. Et ces primaires me donnent le sentiment qu'on est arrivé Koyokadzi Akazanou, nous guiver la nutekai. Voilà. Nous guiver la nutekai, c'est-à-dire que on a tellement abandonné la synthèse. Oui. On a tellement abandonné l'idée qu'il nous faut produire une synthèse pour faire émerger un candidat, qu'on finit par dire finalement on va saucissonner tout cela. Plus il y a de candidats, plus vous aurez des idées, et après il faudra qu'on fasse un choix. Il me semble que ce qui nous est arrivé depuis qu'on a enclenché ce processus de primaire montre à quel point on trouve des candidats. Ça, il n'y a pas de problème pour en trouver. Hein. Mais des présidents et des présidentes, il y en a pas beaucoup. Et moi, je suis très partagé. Je vais aller choisir l'homme ou la femme providentielle d'un moment, parce que vu les sondages, est-ce qu'on sera qualifié pour le second tour? Ça quand même très problématique tout cela. Et puis il y a un trublion qui s'appelle Emmanuel Macron. Donc la gauche est éclatée, divisée, et imaginez que la primaire va rassembler tout ça. Moi, franchement, j'ai peine. Imaginez que Manuel Valls sorte en tête et qu'il soit suivi par Benoît Hamon ou Montebourg, j'ai du mal à penser que la primaire va nous permettre d'être réellement dans une dynamique de victoire. Pour ça que je suis très circonspect. Et au-delà d'être circonspect, je ferai mon choix, bien évidemment, et je participerai à ces primaires. J'invite vraiment les Français à s'investir autour de leurs députés. Il faudra des députés de combat à l'Assemblée nationale en juin 2017. Et il faut pas se tromper, il faut s'investir aussi dans ce choix-là et dans la préparation de ce choix. Et donc, pour vous, comme le disait Daniel Vaillant, qui a été un peu votre mentor, l'avenir c'est maintenant. L'avenir c'est maintenant, c'est exactement ça. Merci Félix Beppo d'avoir été avec nous. Merci.